Bien, bonsoir et bienvenue à ce jeudi d'Hébraïka. Donc, je vais aborder un thème qui semble à la fois très connu et peu connu. Très connu parce que sur les camps, les camps d'internement, on a beaucoup écrit, on a beaucoup d'articles, on a même des photos. Sur le camp de Recebedou, parce que c'est ainsi qu'il est nommé dans les documents officiels, sur le camp de Recebedou, on n'a aucune monographie. On a bien un livre sur le camp de Noé, mais rien sur celui de Recebedou. Et puis, grâce au travail de Christophe Lefebvre, qui est présent dans l'assistance et que je salue, Christophe Lefebvre, qui est directeur du musée du camp de Recebedou et qui a accumulé, qui a fait les recherches, qui a fait un travail de chercheur et très important et qui a pu, comme cela, collecter nombre d'archives. Et ce sont ces quelques archives par rapport à la masse que je vais vous présenter. Et ce soir, on va aborder essentiellement l'année 41, un peu de l'année 42. En tout cas, on s'arrêtera avant les déportations de août 42 et le 20 mars. Je ferai une deuxième partie sur les déportations et sur leurs conséquences au niveau national. Le, L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter le camp et surtout de voir comment ce camp s'est installé et sa singularité, à la fois son installation qui a une valeur finalement paradigmatique, qu'il représente tous les autres camps d'internement, mais il a aussi une singularité dans l'ensemble des camps d'internement, et c'est ce que nous allons voir. Et tout d'abord, si l'on voit cette photo, c'est que cette photo, vous voyez que nous n'avons pas, comme ailleurs, ou comme parfois au camp de Gurs par exemple, des baraquements en bois. On n'a pas non plus des... on a beaucoup de baraques, on a beaucoup d'installations, tout simplement parce que voilà. Parce que, à l'origine, le Récébédou donc, se situe, pour ceux qui l'ignoreraient, sur la commune de Portet-sur-Garonne. Donc, et à ce moment-là, dans les années 30, on va installer les ouvriers de la poudrerie. Donc, c'est d'abord un espace de logement pour les ouvriers de la poudrerie nationale, très précisément 87 baraquements en briques pour héberger les ouvriers. On a ce genre de cantonnement à Clairefonds, au Fogat, à Mozac, ainsi qu'à Noé. Donc, c'est pas un cas unique. Ce sont un peu des cités ouvrières. Donc, comme ce sont des cités ouvrières, on a des années 30, on a des pavillons, on a de grandes baraques en dur avec un certain confort. Ah, ça se voulait la cité des jardins, mais on n'a jamais vraiment vu les jardins, ils n'ont pas eu le temps de s'installer. Et en tout cas, c'est cette situation aux portes de Toulouse et cette situation d'un camp qui est déjà en place. Et c'est là aussi l'une des singularités du camp de Recebedou, c'est qu'à la différence d'Argelès ou Saint-Cyprien, où il n'y avait rien, et où les premiers internés étaient sur le sable, et ils ont construit eux-mêmes, notamment les républicains espagnols, ont construit eux-mêmes le camp. Là, on a déjà une installation qui va s'améliorer avec le temps et qui va s'améliorer durant l'année 41, on va le voir, mais dès 1900, enfin assez tôt, donc l'année exacte, je la retrouverai, mais en tout cas, on a à la fin des années 30, on a déjà une installation en place. Et c'est en juin 1940 que cet espace pour les ouvriers va devenir un centre d'accueil. C'est ainsi que c'est appelé. C'est appelé un centre d'accueil. Ce n'est pas encore appelé
ni un camp d'internement, ni même ce que l'on connaît dans tous les livres comme un camp hôpital, mais c'est un centre d'accueil qui est destiné, donc dès juin 1940, aux travailleurs espagnols qui sont rémunérés et aux réfugiés français qui ne peuvent regagner leur département, c'est-à-dire essentiellement des réfugiés français qui viennent de Strasbourg ou de la région de Lille, donc des premières régions concernées par l'avancée de l'armée allemande. Et donc en juin 1940, ils sont là en attendant de pouvoir repartir, et beaucoup sont repartis, comme les Belges repartiront, en tout cas ceux qui ne sont pas juifs pourront repartir. Et le 1er novembre 1940, cette fois, ce sont les étrangers sans ressources, c'est-à-dire essentiellement les Juifs qui étaient enfermés, donc ils arrivent le 1er novembre, ils étaient enfermés depuis octobre à Clerfont, et c'est cette population de Clerfont qui va venir euh, qui va venir pour remplir ce camp. Et donc, on a en 1943, donc après la fermeture du camp, ça c'est important de le rappeler, il va fermer en 42, on a un peu l'historique et on voit que cet historique nous ramène, je l'ai en particulier dans le deuxième grand paragraphe, l'historique du camp de Recébédou, cédé par la poudrerie à la préfecture, représentant le ministère de l'Intérieur en juin 1940, devenu dans les premiers mois de l'année 1941 un camp d'hébergement. Donc c'est vrai qu'on est encore à la fois dans les euphémismes du régime de Vichy qui ne va pas parler d'un camp d'internement, ni de camp de concentration, mais il parle d'un camp d'hébergement. Et d'ailleurs, dans toute la documentation officielle, dans les archives collectées par Christophe Lefebvre, on a constamment les hébergés, et c'est pour cela que je parle volontairement des internés. Ils sont pas ils sont pas là en vacances. Ils sont vraiment enfermés et en semi-liberté pour certains. Donc, ce camp d'hébergement, son administration jusqu'au mois de mai 42, effectivement, au mois de mai 42, ce sera la, la, la fermeture se fera le 1er octobre 42. Donc, on a le cadre, et ce cadre, il est fait euh, par l'histoire, mais surtout, il est fait par une histoire singulière, encore une fois. Donc, ce document vient des archives départementales 31. Il date de 42 au moment de la fin du camp. Et c'est là qu'on a une documentation passionnante parce que le camp fermant, il va falloir tout restituer à la poudrerie. Enfin, je vous en parlerai la prochaine fois. Et il va falloir régler les factures. Et ça, c'est fascinant de voir comment un camp d'internement devient une vraie force économique locale. Comme vous le savez, le camp du Récébédou est à portée de Toulouse. Eh bien, ce sont des vendeurs de voitures. Alors, pas beaucoup de voitures, il y en a deux, enfin, on verra, et beaucoup de tout ce qui est bois et même alimentation. Ce camp, donc on est au début du camp. Et au début du camp, c'est ça qui est fascinant, qui est passionnant avec ces archives, c'est que on parle d'un camp, comment on verra les internés, mais d'abord qui travaille dedans? Eh bien, on a au sein des archives plusieurs dossiers de candidature, et le plus souvent, ce sont des personnes qui justement se sont retrouvées exilés malgré elles, qui sont venus de Strasbourg ou de Lille et qui cherchent un travail localement, et donc pourquoi pas un travail du camp. Et là, on va voir euh, la, la, le parcours d'un candidat. Donc, il s'appelle David, de nom, son patronyme, Jean Ernest, et il va postuler c'est ce document, il va postuler à un travail du camp. Donc, comme il postule, on a un rapport de la police. Ce rapport va se révéler favorable. Regardez, le texte est intéressant. Ça, je l'ai trop grandi.
Bon, je pense qu'on peut le lire, en tout cas sur un grand écran, mais je le lis pour vous. Son attitude politique paraît correcte. Néanmoins, il a été inculpé de vol au préjudice de la SNCF le 21 juillet 42, après enquête de la 8e brigade de police judiciaire. Ce vol, alors attendez, celui-là, il a postulé tardivement, hein, mais tous les dossiers fonctionnent de la même manière. Ce vol consistait en soustraction de vin consommé sur place. Cette participation n'étant pas nettement établie et David Jean étant actuellement en liberté provisoire, il demande qu'on attende. Mais il a fait l'objet d'un rapport favorable le 28 octobre 1941 concernant une candidature de garde dans un camp de séjour surveillé, c'est-à-dire le camp de Recebedou. Et donc, on a quelqu'un qui est condamné, mais ce n'est pas gênant, et il va donc pouvoir rentrer dans ce travail de garde. Et ce qui est intéressant, c'est que on a aussi des candidats qui sont recalés, mais jamais pour des délits. C'est surtout pour des idées politiques. Et tout le long de l'existence de ce camp, en tout cas, je parle de ce camp selon les archives, eh bien, ce qui est constamment surveillé, c'est au niveau politique et bien entendu les tendances communistes qui sont, elles, lourdement, sinon réprimées, en tout cas refoulées. Donc là, bon, il a volé, c'est pas plus du vin, c'est pas bien grave, donc on le prend, mais s'il avait eu des tendances communistes, il ne serait jamais rentré en garde, en tant que garde. Et puis, on a justement ce camp qui a, comme le camp de Noé, va devenir le 7 février 1941, va devenir un camp hôpital, va devenir un camp qui va recevoir les ménages âgés de plus de 60 ans et les infirmes, et puis euh, les travailleurs espagnols qui sont déjà sur place, qui n'ont pas besoin de soins particuliers, vont y rester jusqu'en juin 41, puis ils iront pour la plupart à Clerfont et, pour faire partie d'un groupe de travailleurs étrangers. Donc, ce groupe de travailleurs étrangers, c'est-à-dire des travailleurs étrangers qui travaillent un peu comme du STO, service travail obligatoire, mais en France, pour le gouvernement français, et ils sont un peu rémunérés d'ailleurs. Donc, ce camp hôpital, eh bien, il va prendre la forme très rapidement par le recrutement des médecins, et c'est très intéressant parce que dès le 27 mai 1941, on va on va avoir un dentiste, on a son nom, Pellegrin Édouard, qui officiait au 13 rue Rivals à Toulouse, on voit très bien près de la place du Capitole, et Monsieur Déotapi, qui était ophtalmologiste. Et donc, ces deux médecins, un ophtalmologiste et un dentiste, viennent dans le camp pour officier, pour travailler, ce qui est, enfin, ce qui peut sembler incroyable dans un camp d'internement qu'on va se préoccuper des dentistes, des dents et des yeux. Mais c'est le cas au camp du Récébédou, en tout cas en apparence. Puis, le document suivant, donc d'avril 41, lui, fait carrément, alors on a toujours le dentiste qui est mentionné, un oculiste, c'est toujours l'ophtalmo, et un radiologue, parce que le camp du Récébédou, le camp de Recebedou va recevoir effectivement un appareil de radiographie. Il va recevoir du matériel, ce qui est exceptionnel, du matériel pour soigner. Et donc, on a déjà on aura concrètement du matériel de radio pour faire des radios, du matériel pour s'occuper des tuberculeux, matériel d'insufflation, et puis, parce que ça voulait beaucoup, parce que c'était l'un des graves maux de l'époque, et puis avec les conditions climatiques, et puis on va
essayer de soigner les gens, donc recruter des médecins sur place et on va et ça, c'est assez fou aussi. On va envoyer des internés, ce que les documents appellent des hébergés. On va envoyer les internés se faire soigner à Toulouse, dans les hôpitaux et à la clinique du Courdillon. Et on a les factures, que j'ai pas mises là, mais on a les factures envoyées par les hôpitaux, par l'Hôtel Dieu, par le Courdillon, pour les internés qui sont venus du RCBDou. Donc, l'année 41, on a vraiment un camp qui cherche à enfermer les gens pour protéger l'État en général, protéger les populations locales, mais qui ne cherche pas à les tuer. On n'est pas dans un camp où la finalité serait la mort des internés. On est en 41. Donc, et le paradoxe, c'est que on a quand même un taux de mortalité extrêmement important. Et ce taux de mortalité, c'est que finalement, on a les bonnes intentions du régime de Vichy, mais qui sont bonnes en apparence. La réalité est beaucoup moins bonne et les camps et le directeur du camp qui va passer son année, on en aura trois en tout en 2 ans, et chacun va, en tout cas les deux premiers durant l'année 41, va passer son temps à chercher de l'argent, à réclamer auprès de la préfecture et auprès de l'État du matériel, plus de nourriture, d'abord pour les gardiens mais plus de nourriture aussi, un peu pour tout le monde. Et le 19 juillet 1941, on a, euh, on voit très bien que, donc on a une lettre euh, du chef du camp, j'arrête de la faire bouger, voilà, et transmise sur mon couvert à Madame Mirk, médecin-chef du camp de Recebedou. Et donc il complète en disant, doté sur place d'une infirmerie, d'un personnel médical, et il pense que c'est suffisant. L'infirmerie Courdillon, qui devient une clinique, et sont assurés dans les meilleures conditions possibles, munis de toute installation désirable, solarium. En fait, cette lettre, elle vient pour contredire la demande du médecin-chef qui se rend compte, enfin qui voit sur le terrain que tout est insuffisant. Et il faut faire bonne figure face à la préfecture, donc face, la préfecture étant le représentant de l'État, ici le représentant du gouvernement de Pétain. Il faut faire bonne figure, donc il dit, bah non, tout va bien, on a les tuberculeux, on a même un solarium, donc à la limite, s'ils viennent, ça ira très bien, on peut même recevoir des tuberculeux. Et comme je l'ai intitulé, de la difficulté d'être un camp témoin, c'est-à-dire que pourquoi je l'ai appelé ainsi? C'est-à-dire, c'est un peu l'image de la maison témoin. La maison que l'on va présenter, qui va être la plus belle possible, en vue de faire de la publicité pour le public. Et c'est ça, le camp de Recebedou, comme le camp de Noé, mais là je me focalise sur Recebedou, c'est l'idée de faire un camp modèle, un camp hôpital, un camp modèle. Il faut voir que le régime de Vichy, très étrangement, est très inquiet de l'opinion, à la fois l'opinion française et l'opinion internationale. Et le camp du Vernet, par exemple, quand on lit Arthur Koestler, La Lie de la Terre, L-A et plus loin L-I-E, on voit que c'est un camp dans lequel les internés étaient extrêmement maltraités. C'était un camp très violent. Eh bien, même le régime nazi, même les nazis étaient étonnés de voir des gardes aussi violents, un régime aussi strict. Donc, ils font très attention, et c'est pour cela que Recebedou et Noé ont des camps qui vont devenir, oui, des vitrines,
qui sont censés être des vitrines. Mais comme on l'a vu dans la contre-lettre du docteur, il n'y a pas assez de matériel médical. Et comme on va le voir là, il n'y a pas non plus assez à manger, mais je peux plus. Voilà. Il n'y a pas assez à manger. Alors, il s'inquiète surtout, donc 4 août 41, donc c'est encore très tôt. Situation financière la plus délicate, donc c'est toujours le chef de camp. Cette fois, c'est lui qui demande, c'est lui qui fait cette réclamation. Et il donne tous les comptes pour voir, donc c'est un document suivant, pour montrer que le ravitaillement n'est pas suffisant et que, ils n'ont pas assez à manger. Et finalement, bon, qu'il faut déjà nourrir les gardes. Alors, on a effectivement beaucoup de gardes à nourrir, mais de ce fait, bah, les hébergés, enfin ce qu'ils appellent les hébergés, les internés, passeront ensuite. Et c'est vrai que ce qui revient dans les témoignages, c'est le caractère très insuffisant et très inconsistant de la nourriture qui était donnée dans ce camp. Insuffisant en quantité, inconsistant parce que les soupes étaient plus de l'eau qu'autre chose. Et nous sommes dans une des régions les plus florissantes en termes de fruits, légumes et tout ce qui est nourriture agricole, enfin provenant du secteur agricole. Mais vous le savez, le régime nazi va piller tout cela, va l'envoyer vers le front et vers l'Allemagne. Et puis, on soupçonne, mais pour l'instant, les documents ne le prouvent pas. Et puis, il n'y a pas eu de jugement là-dessus. On soupçonne aussi de la corruption de la part des directeurs des camps. Mais le fait est que la nourriture est insuffisante. Et les internés, donc maintenant, parlons des internés. Donc, de ce camp de Recebedou, euh, le plein, alors on a des chiffres, ces chiffres proviennent d'un comité des camps. D'un comité des camps, hop, donc, j'ai perdu mon. Voilà, proviennent d'un comité des camps qui s'occupait d'apporter de la bienfaisance de l'assistance. Et on voit au niveau de 41, durant l'année 41, le camp de Recebedou à peu près 1600 personnes, 1800 jusqu'en mai, puis ça fluctue. Ça fluctue en fonction des déplacements de ceux qui sont à Recebedou, comme envoyé à Noé, ou de Recebedou qui présentent comment dire, des activités communistes au sein du camp et que l'on va envoyer au camp du Vernet, qui était un camp beaucoup plus répressif. Mais on a aussi des changements. Par exemple, si le camp de Gurs, qui est sur la deuxième ligne, je vais le montrer un peu plus grand. Hop. Si le camp de Gurs, qui est sur la deuxième ligne, perd en population, c'est pas qu'il meurt, c'est que ceux de Gurs, on va les envoyer au Recebedou ou à Rivesaltes. Et on a ainsi, pendant toute la guerre, en fait, des passages incessants. Et à la fin du camp de Recebedou en 42, ceux qui sont encore internés partiront à Rivesaltes. Donc, vous voyez à peu près la population au RCB12, c'est-à-dire un peu entre 1500 et 1600 étrangers internés. Qui sont-ils? On a plusieurs catégories. On a les travailleurs espagnols en particulier, et surtout des femmes, parce que les hommes vont partir travailler, comme je l'ai dit, dans un autre camp, dans un GTE, un groupement de travail euh, camp de travail. Donc, on a surtout des femmes qui vont travailler au sein du camp contre une rémunération, des femmes espagnoles, qui vont travailler à l'infirmerie, dans les cuisines, dans les réfectoires, qui vont travailler, qui vont être logées au sein du camp, mais qui vont pouvoir sortir. On a aussi, deuxième catégorie, les internés administratifs, c'est-à-dire des étrangers qui vont euh,
présentaient des fortes, comme je l'ai dit, activités communistes et qui, d'être envoyés au Vernet d'Ariège, au camp du Vernet, vont rester une baraque qu'on n'a pas encore définie au niveau des 82 baraques, celle qu'on a appelée la baraque des représailles, qui était entourée de fils barbelés qui était particulièrement surveillé. Et puis, on a des étrangers sans ressources, mais comme c'est un camp hôpital, les Espagnols qui sont là sont surtout des mutilés de la guerre d'Espagne. On a fait venir des autres camps, du camp d'Agde et d'Argelès, parce que justement, là, ils sont censés avoir des soins. En réalité, ils n'auront pas beaucoup de soins, mais ils sont censés avoir des soins. Et puis, les Juifs étrangers qui viennent de Gurs, essentiel du camp de Gurs, près de Pau, essentiellement des vieillards, des malades, et puis on va voir d'autres encore. Donc, globalement, on a un quart, on est en 41, un quart des internés sont des Espagnols, trois quarts des internés sont des Juifs, et euh, ils vivent dans le même camp, mais pas dans le même camp. C'est-à-dire, ils se côtoient pas et ils vivent de manière assez séparée. Chacun a ses activités, chacun a on va voir aussi son assistance différente. Cette population des camps, vous allez voir, ici on a un exemple d'espagnol et de français, et avec notre très chère Angèle. En fait, vous connaissez tous l'histoire d'Angèle Bettini, qui s'appelait Angèle Del Rio, qui a commis avec ses amis, on dit que c'est le premier acte de résistance à Toulouse, en tout cas l'un des premiers actes, ce qui a consisté à lancer des tracts au moment de la venue du maréchal Pétain à, à Toulouse. Euh, Et donc, c'était en novembre 1940. Et donc, là, ils vont très vite être retrouvés, internés au camp de Recebedou. Et là, donc dans ce document qui est très très intéressant du 28 juin 41, il donne un avis défavorable à la libération de ces personnes. Et en fait, et même Angèle Bettini, Angèle Del Rio, qui va passer du camp de Recebedou au camp de Rio Cro et qui finalement va passer quasiment l'intégralité de la guerre de camp en prison, de prison en camp. Et on voit ici quelles sont les personnes qui sont arrêtées, qui sont enfermées. Le camp de Recebedou, c'est intéressant. Au moment des rafles, donc en début 42, avant la fermeture, au moment des rafles, eh bien, c'était la destination de souvent ceux qui étaient raflés, qui étaient étrangers avec un délit, par exemple des faux papiers euh, enfin, surtout des faux papiers ou du marché noir, étaient d'abord envoyés au RCBDou. Et ensuite, on leur changeait de camp en fonction, parce que chaque camp avait une fonction. Et ça aussi, il y a un document du préfet qui est très très clair, où les destinations n'étaient pas choisies au hasard par le préfet. C'est le préfet qui choisissait, enfin, ses services, la préfecture, qui choisissait la destination, mais elles étaient en fonction de critères très précis. Donc, ça, on l'a vu. La population juive donc on a dit les trois quarts de la population en 41, enfin deuxième partie de 41, vont être des populations juives. On a la population qui vient du Bas de Palatinat, qui est très intéressante puisqu'elle est arrivée en octobre 40, très très tôt, par des trains spéciaux envoyés depuis cette région d'Allemagne. Ils sont d'abord envoyés à Gurs et Gurs va envoyer une partie de cette population du Bas de Palatinat au camp du Recebedou. Et c'est pour cela que
dans la commune de Portet, si je ne me trompe pas, on a le cimetière allemand, ainsi que dans le camp de Gurs, près de Pau, on a aussi un cimetière allemand. Donc, en mai, car alors là, je sors de 41, mais pour vous donner une idée, en mai 42, on a, alors les chiffres viennent de plusieurs sources, à la fois des structures caritatives et des structures, là aussi, ça vient de la commission des camps, et on voit le nombre, alors là, on est carrément en 41, bon, c'est tant mieux, c'est mieux encore, on a donc ça, c'est la commission des camps, et on voit la population et le nombre de ce qu'ils appellent les Israélites, qu'on appelle depuis les Juifs, enfin, chacun choisit. Et on voit que, par exemple, le camp de Gurs, en 41, c'est quasiment l'intégralité. Rivesaltes, il y a d'autres populations, notamment les populations gitanes, nomades, dont on a peu parlé, et à tort, et qui sont beaucoup envoyés à Rivesaltes, très peu au Recebedou. Et on voit le nombre très important de la population israélienne juive. Donc les 1000, je vous rappelle, c'est à côté de Marseille, Rio-Cros, Argelès. Bon, Argelès est en train de fermer. Et cette commission des camps, en, j'avais la date, en 41, signale rapidement, l'état sanitaire est mauvais, on a constaté quelques épidémies. Et en fait, on commence très tôt, là nous sommes dans ce document en 41, on commence très tôt à avoir des épidémies malgré le camp hôpital et, paradoxe des paradoxes, des morts dues à ce qu'on appelle la cachexie, tout simplement des morts de faim. Et on a dans les camps de Recebedou des gens qui meurent de faim aux portes de Toulouse. Ça semble totalement incroyable, improbable, mais c'est ainsi. Et on a même des photos du camp de Noé prises à l'infirmerie où les personnes prises dans les photos ressemblent à des personnes à Auschwitz, dans des centres de mise à mort, mais ceux qui travaillaient. Et donc, c'est ça aussi la réalité. Et le grand paradoxe, pas le mystère, mais le paradoxe des camps du Recebedou et de Noé, des camps faits pour soigner, dans lesquels on a un taux de mortalité très important et dans lesquels les chefs de camp les directeurs du camp ne cessent de réclamer au régime, au gouvernement de Vichy, plus de machines, plus de médicaments, plus de nourriture, mais ils ne se font pas entendre ou, ça ce n'est qu'une hypothèse, ils se servent ils font preuve de corruption. Je n'en sais rien. Le, En ce qui concerne les populations juives, toujours, on a le rabbin Capel. Rabbin Capel est un aumônier. On a plusieurs aumôniers, bien sûr. Les aumôniers sont donc des dignitaires religieux. On a essentiellement des aumôniers protestants, catholiques et juifs qui œuvrent au sein des camps et qui peuvent se rendre dans les camps. C'est tout à fait autorisé par la loi et c'est même demandé pour ceux pour aider, pour qu'il y ait des enterrements religieux, des fins religieuses, aussi en fonction de chacun des rites, eh bien, l'aumônier est présent. Alors, pour ces populations juives, c'est vrai que le rabbin Capel a écrit un livre, plusieurs articles et notamment il a fait des statistiques, quoi. Donc, on va pas rentrer dans les statistiques, mais ce qui est intéressant, c'est à la fois les maladies, donc y compris déviation de la colonne vertébrale, deux personnes, majoritairement maladies de cœur stéréosclérose et on voit que la deuxième source de maladie, c'est des hernies. Bon, on voit aussi ce qui est important
qu'il y a majoritairement des femmes de 60 à 70 ans. Donc, à ce niveau-là, le camp, il remplit sa fonction. Et on y envoie des gens malades et des gens âgés. Et c'est pour ça aussi, ça explique en grande partie le taux de mortalité très important. Mais quand même, on voit que euh, les 300, sur les 390 hommes, là aussi, la majorité est entre 60 et 70 ans. Donc, on a des statistiques qu'on peut étudier plus en avant, mais qui sont déjà intéressantes. Et surtout, on a l'assistance dans les camps. Alors, l'assistance, elle est, euh, elle est très importante. Elle a commencé dans le camp de Gurs. Dans le camp de Recebedou, on a toutes les organisations que l'on connaît. Ça, c'est un rapport des renseignements. Non, c'est un rapport de la commission des camps. Ouais. La commission des camps qui dépend à la fois du ministère je sais, le ministère des Réfugiés, mais aussi qui travaille avec l'UGIF, l'Union générale des Israélites de France, la structure créée par le régime de Vichy, qui fait l'interface entre le régime de Vichy et les structures juives. Et donc, au niveau au niveau des aides, on a tout. On a la Croix-Rouge, on a les Quakers, on a YMCA, on a l'UGIF, donc l'Union générale des Israélites de France. On a évidemment la CIMAD. Je dis évidemment parce que c'est la première qui a commencé au camp de Gurs, la structure protestante. On a aussi ce que l'on connaît bien à Toulouse et surtout du côté de Colomiers, le lycée Hort. Donc, le lycée Hort qui existe, en fait, c'est une structure russe qui existe depuis les années 1910 et qui en France va implanter des lycées et qui va se faire reconnaître par l'UGIF et qui va pouvoir agir légalement. Par exemple, dans la maison de Moissac ou dans les camps, ils vont amener leur savoir-faire, l'ORT, par de la confection d'objets. Et ces objets qui peuvent être revendus à l'extérieur ou qui peuvent servir de troc, pour le troc. Et on a voilà, le ministère de l'Intérieur qui s'occupe qui va inspecter les camps et qui autorise toutes ces structures à rester là. Pour ce qui concerne euh, le, ce qui concerne RSC-Bédou, on voit les activités, notamment des activités culturelles et religieuses. On va mettre en place à Recebedou, au camp de Recebedou, là encore, ça peut sembler paradoxal, mais on aura une restauration cachère. Alors, ils meurent de faim, mais à côté de cela, il y a une restauration cachère. Les fêtes euh, seront totalement suivis, notamment par Capel et Cassorla, qui était le, le, le rabbin de Toulouse, et ils vont organiser les principales fêtes, y compris quand il s'agira pour Pessah, pour la Pâque juive, de ne pas manger de pain, c'est plus facile, mais surtout euh, du, de manger des pains azimes. On voit une cuisine cachère et nous avons fait quelques envois de poissons, effectivement. Donc, on a des structures, l'argent pour la commission des camps et pour les juifs hébergés vient du Joint américain. Les Espagnols ont une autre source financière et on a ainsi euh, tout un réseau qui se met en place. Bon, les Quakers amènent leur argent, ils ne vont pas faire de distinction, ils vont s'occuper de tout le monde, la CIMAD aussi. Mais on a globalement une structure pour les Espagnols, une structure pour les Juifs et plusieurs structures qui s'occupent de tous ceux qui ont besoin. Et ce qui est, donc on voit, c'est surtout du secours alimentaire, mais des secours en besoin et enfin en besoin, je veux dire en médicaments, et puis contre le froid. Ce sont des baraques en dur.
Elles sont équipées de chauffage, mais il n'y a pas de bois, donc le froid est très, très virulent. Si on n'est pas espagnol, si on n'est pas juif, eh ben, on se retrouve comme ce légionnaire, comme cette personne. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est après. C'est-à-dire que les, l'assistance, comme les gardes, elle est surveillée. On n'accepte pas tout le monde. Et donc ça, c'est intéressant. Ici, c'est les Quakers euh, qui vont pouvoir venir à condition que Madame Holbeck veuille bien collaborer avec lui. Bon. Et puis, donc, les Quakers, comme je l'ai dit, qui vont s'occuper de tout le monde. Et surtout, voilà, des aides sous surveillance. Ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on a un rapport, comme vous le voyez, commissaire divisionnaire, chef du service régional des renseignements généraux, 30 septembre 1941, à l'inspecteur général des services de renseignements généraux. Et là, on regarde ce que font chacune des organisations, comment elles fonctionnent et s'il faut les garder ou les virer. Donc, Secours Suisse fonctionne dans le camp, est animé par Mademoiselle Mayou, fille d'un pasteur protestant d'origine suisse. Mademoiselle Mayou et ses collaboratrices se consacrent uniquement à la distribution quotidienne du lait aux hébergés. Et on voit toutes les organisations, ça c'est pour le GURS, on va revenir à toujours GURS, mais on a les autres. Bon, mais c'est les mêmes structures. Et donc, dans ces structures-là, où est-ce qu'il y est? Dans ces structures-là, on a constamment des surveillances et on peut avoir, voilà, c'est ça, euh, les heures d'aide sociale israélites, commission des camps à Toulouse, 30 rue des Côteliers, avec Madame Haït, euh, camp du Vernet, camp de Gurs, le secours suisse qui est aussi à Orsebedou. Et hop, je reviens à ma feuille. Donc, séquence en sous surveillance. Et justement, on a deux cas spécifiques intéressants. Le cas que vous connaissez pas et l'autre vous connaissez bien, mais par ricochet. Donc, 41, il y a mademoiselle Kalougine qui doit intervenir au nom d'une structure américaine. Or, mademoiselle Kalougine Irène et va être surveillé comme les autres, le préfet chez Nodleritz. Et cette surveillance va amener, donc je ne l'ai pas photocopié, je ne l'ai pas mise en image, mais je vous le raconte, elle va montrer que mademoiselle Kalougine était mariée à un communiste, que ce communiste lui-même a été arrêté et interné. De ce fait, elle ne pourra pas être acceptée dans les camps parce qu'elle est dangereuse, comme ils disent, pour la sécurité nationale, ce qui est dans l'entête, Direction générale de la Sûreté nationale. Donc, elle va être refoulée et elle ne pourra pas intervenir. L'autre personne que vous connaissez bien, sans le savoir, c'est Thérèse Doughty. Et là aussi, dans ses archives collectées par Christophe Lefebvre, et c'est hyper intéressant parce que Mademoiselle Doughty joue un rôle essentiel dans l'histoire de France. C'est elle qui va informer petit à petit, régulièrement, le cardinal Saliège et son équipe, Courrèges et les autres, de ce qui se passe dans les camps à portée de Toulouse, en particulier, en particulier le camp de Ressebedou. Et à la suite de ce qu'elle va annoncer, donc ça, je fais un bond en 42 pour vous donner un exemple, à la suite de ce qu'elle va annoncer, de ce qu'elle va raconter, c'est ce qui va soulever, enfin, c'est pas elle qui va soulever l'indignation de Saliège, mais ce qu'elle rapporte, et c'est là que va se mettre en place le réseau Saliège, la machine à, enfin la machine, se met en place une sorte de machine
qui va devenir presque infernale pour le régime de Vichy, avec chaque cardinal qui va faire sa lettre. Et donc, Mademoiselle Doty va être rapidement repérée et interdite. On va lui interdire, je ne l'ai pas mis ici, mais j'en reparlerai, on va lui interdire l'accès au camp de Recebedou parce que en forme de représailles. Et je voudrais terminer cette première partie sur sur un peu tout va très bien, Madame la Marquise. C'est un peu ça. Et c'est une chanson d'ailleurs qui est pas loin de cette époque. C'est-à-dire qu'on a la dépêche. Et la dépêche, en août 41, on a deux éléments, vous allez voir. On a d'abord la dépêche, que je vais essayer d'agrandir, oui, que je vais agrandir. Hop. Donc, bon, c'est assez lisible, mais quand même. Donc, la dépêche, c'est glaçant. Notre journal, c'est assez glaçant parce que c'est assez dit d'une manière tellement froide. C'est une rafle faite dans la nuit du 30 au 31 juillet. On est en 41, août 41, donc début août 41. Une rafle 30 au 31 juillet, donc 10 filles au violon. Le nommé Maurice Ricardo, démuni de pièces d'identité, conduit au camp de Recebedou. 44 personnes, 41 contraventions, 72, bon, conducteurs, qu'importe. Mais voilà, on va le conduire au camp du Recebedou. Et il a été arrêté au boulevard de Strasbourg. Et on a comme cela des faits divers, voilà. Ce qui nous semble aujourd'hui absolument terrible, scandaleux, ce sont de simples faits divers. Pire encore, les rafles. Toujours la dépêche. Le 29 août, de 16 heures à 18 heures et de 22 heures à 1 heure, le service a procédé à des opérations de contrôle dans tous les cafés et divers établissements de l'avenue de Lyon. Ah oui, c'est là qu'on va maintenant pour entrer à l'arrêt minute de la gare. Faubourg Bonnefoy, aux allées Jean Jaurès, aux rues du Moulin-Bayard, rue Saint-Jérôme, rue de la Colombette, enfin, on connaît bien, et à Saint-Cyprien. 1150 personnes environ ont été interpellées. Voilà maintenant ce qu'est une vraie rafle, hein. On boucle des rues et on contrôle. 9 étrangers ont été conduits au service, 8 filles, ce qu'ils appellent les filles soumises. Et ensuite, voilà, le service d'étrangers a procédé hier à des opérations de contrôle, place Bachelier, allée Jean Jaurès. 80 étrangers ont été interpellés. Vérification, 3 d'entre eux ont été conduits au camp de Recebedou. Bon, alors, ça c'est très intéressant, on le voit très bien dans le livre d'Alexandre Doulut. Arrestation ne signifie pas déportation, arrestation ne signifie pas non plus internement. Il y a les lois et les lois sont suivies, même si les lois sont en défaveur d'un grand nombre de la population, dans une forme de discrimination anti-juive, anti-étranger, à la fois antisémite et xénophobe globalement. Mais on voit que 3 ont été envoyés au camp de Recebedou. On ne sait pas qui ils sont. Ce serait intéressant de voir qui ils sont et s'ils ont été un an après encore là et déportés ou pas. Pire encore, dans Tout va très bien, Madame la Marquise, ça, c'est assez fascinant. J'ai pas tout dépouillé, je n'ai regardé que de manière un peu superficielle, mais déjà, les journalistes américains. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un appartement témoin, c'est un camp témoin, le RCBDou. Et donc, on envoie des journalistes américains. Francis Fourcou, qui a fait ce très beau docu-fiction qui s'appelle Lorette 42, a même retrouvé des images euh, aux États-Unis, des images qui avaient été filmées au camp de Recebedou. On voyait combien les personnes étaient bien soignées, étaient bien traitées, étaient bien tout, nourries. Et en fait, on est dans une mise en scène complète. Et la dépêche qui, pendant la période de l'occupation allemande, était plutôt avec le pouvoir en place, plutôt collabo, les journalistes américains, donc quel titre, les journalistes américains visitent les camps d'hébergement de la région méridionale. Ils rendent un éclatant hommage au maréchal Pétain.
Et effectivement, on a à la fois des journalistes qui vont pas voir plus loin que ce que l'on dessine, et puis enfin, c'est une mise en scène qui va très bien fonctionner. Et la presse américaine, là aussi, donc là on est à Saint-Louis, je vous dirai pourquoi j'ai choisi celui-ci parmi d'autres, mais Saint-Louis, on voit le titre, hop là, attendez, j'essaie de grossir, voilà. Le titre, il a fait un tour, enfin, une tournée des camps d'internement. Donc, vous voyez, c'est le camp d'internement. Il les a trouvés mauvais, mais relativement humains. Voilà. Donc, relativement humain, là aussi, et tous les articles vont être les mêmes et vont reprendre à peu près les mêmes titres. Donc, celui-ci, il date précisément de mars, du 25 mars 1941. Pourquoi j'ai choisi le Saint-Louis? C'est parce que la ville de Saint-Louis, c'est parce qu'il y a une autre histoire. L'histoire du Saint-Louis, du bateau du Saint-Louis, qui va quitter l'Allemagne avec de très nombreux réfugiés allemands qui veulent quitter l'Allemagne et qui veulent rejoindre des pays qui puissent les accepter. Et le bateau Saint-Louis ne va jamais pouvoir à, à rimer, où que ce soit, il va être refusé constamment. Et cette population juive du Saint-Louis va revenir en France où elle sera arrêtée. Et c'est Diane Afumado qui en a fait un très bel ouvrage. Et de cette population, eh bien, quasiment que 3 personnes auront survécu à la guerre. Et donc, le Saint-Louis, c'est le symbole du refus d'accueillir les réfugiés juifs dans ce cas-là. C'est le symbole d'une forme de complicité plus ou moins passive. Et le journal américain, le Saint-Louis, reprend un peu cette image de complicité passive. On est dans une Amérique qui refuse d'accueillir même les enfants. Les enfants vont être comptés et c'est Eleanor Roosevelt qui va réussir petit à petit à en avoir un peu plus, mais on va s'arrêter à un nombre d'enfants très très précis. On est dans une Amérique qui ne veut pas rentrer dans une guerre qu'elle croit être pour les Juifs et on voit avec ce Saint-Louis, avec le journal Saint-Louis, commence à entrer dans le discours politique de Roosevelt, où finalement les internés, et là les internés sont les opposants au régime nazi, ce sont les nomades, euh, ce sont tous ces étrangers qui sont partis pour diverses raisons, donc pas que les juifs, mais on voit comment la presse américaine ne prend absolument pas en considération le sort de ces populations que le régime nazi appelait indésirables, qui est une population qui se meurt dans le camp de Recebedou comme dans les autres, mais pour la presse américaine, le traitement est humain. C'est, c'est assez dramatique. Voilà, je vous remercie. On a un peu de temps pour remettre les micros et échanger, bien entendu. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça, AI compagnon. J'ai dit oui, mais je ne sais pas. Les micros, c'est vous qui les activez comme vous voulez. Vous n'avez pas besoin de moi. Ouais. Bonsoir, C'était Ah, super. Antonin. bon, J'ai juste une question sur le Saint-Louis Post parce que je ne l'avais pas répertorié. Parce que en fait, c'est une réaction. En fait, la manière dont les camps en fait, ont été redistribués après ouais, 40, vous savez que c'est ouais, suite à une campagne suisse-américaine qui a été d'ailleurs reprise par le Beobachter, donc le journal de Goebbels, sur la manière dont les camps français étaient surpeuplés et la forte mortalité qu'il y avait dans les camps. ouais, C'était une manière pour les Allemands de se dédouaner en disant que les camps allemands, on pouvait dire ce qu'on voulait, mais les camps français étaient pires à ce moment-là. ouais, Voilà. tout à fait. Est-ce que donc on peut considérer à ce moment-là qu'il y a en fait une contre-propagande qui se met en place aussi de la part Ah, des autorités françaises complètement, vis-à-vis des Américains? complètement. C'est une D'accord. contre-propagande, mais même vis-à-vis des Allemands.
le camp du Vernet était un camp particulièrement dur et dans le camp Oui, du c'était un camp Vernet, répressif. ouais. Et donc, oui, oui, c'est vraiment le camp de Noé et de Recebedou sont vraiment des camps de propagande en faveur du régime de Vichy. Ouais, parce que Noé, première période, c'est un camp hôpital. Voilà. Pareil, comme Recebedou. Sauf que Ouais, Recebedou va fermer en 42, Noé va continuer à exister. Mais c'est, les deux ont les mêmes fonctions. Mais le Recebedou avait davantage de matériel encore, de matériel médical que le camp de Noé. Et donc, c'est pour cela que les Américains, ils vont faire un tour, comme ils disent, une tournée même, mais ils vont beaucoup s'arrêter au camp du Recebedou. C'est vraiment le camp que l'on veut montrer. Et oui, oui, d'accord. la propagande complète, complète. D'accord. Donc, c'est le début de la propagande qui aboutira pour les personnes dites nomades et foraines à l'époque, au camp de Salier, qui est pareil, un genre de Tierziensat à la française, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. À chaque fois. Et ce qui peut nous surprendre, mais en fait, non, on a la même chose aujourd'hui encore. C'est la manière dont les journalistes ne vont pas chercher plus loin Ouais. et vont prendre avec ce qui est donné. Sauf que pour les Américains, en 41, ça rentre complètement dans l'esprit de la politique de Roosevelt. Donc, ils vont pas faire de vagues non plus, parce que Roosevelt, pour l'instant, il minore ce qui se déroule en Europe et il ne veut pas entrer en guerre. Bon, il a Ouais, le ouais. Japon, mais il a aussi la volonté de ne pas faire une guerre qui serait pour les Juifs. Et toutes les populations en pâtissent, évidemment. C'est pour Hmm. ça, et les anticommunistes, non, le pire, c'est les anti-nazis, donc plutôt communistes, mais même anti-nazis, qui vont quasiment, enfin c'est Arthur Koestler qui le raconte, que Ouais, ces ouais. anti-nazis vont ad- aller avec les nazis qui viennent les chercher pour les Hmm. retourner, pour Hmm. pouvoir tuer du français. Tellement Ouais. ils ont la haine contre ces gardiens de camp. Hmm. Et là, Ok. en tout cas, avec ces Bédous, il n'y a pas de violence, sauf que dans le camp représailles, mais même il n'y a pas de violence avérée. Il y a même des gardiens qui vont se faire renvoyer. J'ai pas regardé en détail, mais il y en a qui se font renvoyer. Mais il y a une violence quotidienne par ne serait-ce que, et ça, les témoins le racontent beaucoup, notamment les aumôniers, ne serait-ce que par le leurre, le piège, le mirage dans lequel ils sont. Il y a un dentiste, mais il n'est jamais il ne le voit jamais. Il y a des machines pour les tuberculeux, mais il ne les voit jamais. Et donc, il meurt. Il meurt. Et c'est vraiment encore plus, comment dire, cruel. C'est encore Hmm. plus cruel. Petit détail, vous parliez de la faim au début et ça vous Ouais. étonnait dans cette région. Alors, hein, après-guerre, vous savez comment on appelait les Toulousains dans la région? Ah non? Les Dorifors. Ah oui. Tous les agriculteurs, notamment de l'Ariège, qui était le grenier qui fournissait Toulouse, filaient toutes les patates pourries à Toulouse et gardaient le reste pour eux. Ouais. Voilà, petit Bon, détail au passage. Bon, je vous remercie pour ces éclaircissements. Je vous laisse, moi je suis au boulot. Voilà. d'accord. Merci à vous d'être Merci venu. beaucoup, bonne Je soirée. fais la deuxième partie le 20 mars. À Ok, bientôt. bientôt. À la Merci. À prochaine. la prochaine. Au revoir. Non, Maurice, bonjour. Ah, Francis, ouais, Laurette. Laurette 42, donc le Oui, réalisateur. oui. Non, non, mais par rapport, je voulais juste faire peut-être un petit addendum relatif à ce que tu as dit de la politique de Roosevelt en 41 et ce pourquoi il envoie ses équipes de cinéma et de journalistes. Je ne sais pas si tu as vu les archives du New York Times, mais en tout cas, les archives du New York Times sont très claires et ils n'ont pas été du tout dupes de la situation. Je les regarderai Que de la plus France de près. Vichy avait créé pour les accueillir, hein, les journalistes, la délégation de journalistes. Il n'y avait pas que des Américains, d'ailleurs, il y avait des Hongrois, il y avait des Uruguayens, je ne sais pas pourquoi, vraiment, très bien, mais... Et en tout cas, moi, je n'ai pas pu retrouver les autres archives en dehors de News of the World. J'ai essayé d'obtenir auprès des grands médias. Il y avait NBC, Ah ouais. il avait la Paramount. La Paramount ne m'a pas répondu, mais souvent à cette époque-là, les archives étaient pas conservées. Donc, je n'ai pu retrouver à Los Angeles.
Mhm. que les archives de News of the World, qui était le média de William Randolph Hearst, hein, le fameux voilà, Citizen Kane de Ah oui. Londres, ce Mhm. magnat de la presse, qui lui était contre l'entrée en guerre des Américains. Ah. Donc, il faisait campagne dans ses journaux contre l'entrée en guerre de Washington. Donc, il était aussi contre Roosevelt, politiquement très opposé à Roosevelt. Donc, ceci explique pourquoi les archives que moi j'ai retrouvées témoignent d'un certain parti pris de propreté, entre guillemets, hein. Même si l'opérateur qui a fait ces images est français, qu'il était un collaborateur de la résistance française, qu'il a fait les images du Paris occupé, qu'il avait transmis par l'intermédiaire bon, voilà, de la résistance jusqu'à Londres et tout ça, mais donc en fait, ces archives, quand je les ai vues, oui, il n'y avait aucun doute, elles étaient complaisantes dans leur montage, mais je n'ai retrouvé que 30 mètres, les négatifs originaux, les non utilisés de ce reportage que, bon, j'imagine beaucoup plus vaste, 30 mètres, ça fait une minute, ont disparu. Donc je ne les ai pas, je ne peux pas juger du montage qui a été fait par rapport aux images de base. Mhm. Parce Là, que les images ont été faites au Récébédou, à Noé et au Récébédou. Donc voilà, mais il faut bien dire que il y avait de la part de Randolph Hearst vraiment, il voulait montrer que finalement les Juifs n'étaient pas vraiment maltraités dans les camps français et que donc tout allait bien, quoi. ouais, c'est Ça, ça. c'était, je crois, sa façon de s'opposer à la politique de Roosevelt. Donc, Non, malgré tout, les autres journalistes, la presse écrite, tu as parlé de cet autre journal qui était à Saint-Louis, c'est oui, ça? là, j'ai pris que l'exemple de Saint-Louis, mais Oui. Mais si ils ont tu tous tendance à recherches se sur répéter, mais je verrai de sur plus près le New York Times. le Mais New York Times, tu verras que dans les archives, ils étaient assez clairs hein, sur le fait que euh, voilà, la situation était une situation organisée. Quand tu vois les images de Noé, on voit des plates-bandes fleuries. Tu oui, imagines Jardin de fleuri, Noé. ouais. Mm. Bon, c'est vraiment, c'est grotesque, quoi. Voilà. Donc, moi, voilà ce que je voulais dire par rapport à ces Merci. archives. C'est un miracle que je les ai retrouvées parce que Oui. imaginez que il n'y a pas d'image des camps français. La seule archive française, c'est l'inauguration du camp du Vernet. Et c'est même pas, je crois que c'est Alors, encore en 39, hein. on a des images clandestines hein, qui ont été prises Il dans y a les... quelques images clandestines, mais Ouais. quasiment rien quand même. Il y Et, a surtout des photos, mais bon, après. ouais, ouais, c'est ça, surtout des Et photos. ces photos sont souvent trompeuses parce que les gens, ils apparaissent apprêtés plutôt en tenue du dimanche sur ces Ouais, images. Parce que mais c'est normal, c'était une situation de fête la plupart du temps quand une photo les était images faite. clandestines, il y a quand même des choses intéressantes, notamment les femmes qu'on avait surnommées de manière horrible, les femmes lapins, celles qui servaient de cobayes. On les voit bien, quoi. On voit bien. Enfin, enfin, c'est intéressant. Mais c'est vrai que les images, on n'en a pas beaucoup, ouais. On n'en a pas beaucoup. D'où l'intérêt de ce que tu montres dans Lorette 42, ouais. Mm. Ouais, ouais. Où est-ce qu'on peut se procurer l'Orette Ah, Francis? 42 du coup? Al- Alors, on va exceptionnellement faire une projection d'ailleurs à la Maison d'Occitanie le 6 mars. Donc, Et ça c'est en fait dans le cadre Thibaut plutôt est de la à Journée des femmes Bordeaux. du 6 mars. Et puis, vous pouvez le commander auprès de Écran Sud, hein, le film. Ah En oui, fait, j'ai vu ça sur la Fondation conférence. pour la mémoire de la Shoah. Effectivement, il est répertorié là. Voilà, vous pouvez tout à fait le commander, puisque le Mémorial de Shoah a cofinancé le film. Vous pouvez le La commander auprès fondation. d'Écran Sud. Vous trouvez facilement sur Internet les coordonnées. Voilà, le film existe maintenant désormais dans un double coffret, puisque Ah bon? oui, dans le deuxième DVD maintenant, j'ai fini. En fait, j'ai fait un film avec l'histoire d'Angèle Bettini. Je l'ai achevé en quelque sorte, hein. D'accord. Mm. Parce que dans le film, elle ne raconte que ses internements, mais elle raconte pas la fin quand elle arrive au camp de Gurs et qu'elle s'évade et qu'elle rejoint Toulouse à pied, Très quoi, bien. vraiment.
Donc, et il y a aussi cet entretien avec Edgar Morin autour de sa résistance à Toulouse. Ah, J'ai eu très la bien. chance de l'interviewer en 80, non, qu'est-ce que je raconte, en 2000, Hmm. 2015. D'accord. En 2015, il raconte sa résistance à Toulouse, avec d'ailleurs l'épouse de comment André Malraux d'André Malraux, et Clara Clara Malraux, Malraux dont l'oncle était interné. était interné au Récébédou. Et moi, le seul récit oral que j'ai eu par rapport à ça, c'est quand même le récit de sa fille, Ouais. de Florence Malraux, qui était l'épouse d'Alain René, qui était scribe de cinéma. Donc, j'ai réussi à la joindre un jour et elle m'a raconté, elle avait 7 ans, elle était enfant, elle allait au camp du Récébédou avec sa mère Ouais. toutes les semaines, Hmm. apporter un peu de nourriture à son oncle, qui a Ouais. été raflé en 42, qui a été déporté, qui n'est jamais revenu, qui est mort en déportation. Voilà. Donc Je suis curieux de voir effectivement, la voilà, deuxième partie. Ouais. faut bien dire que ce camp a été un camp terrible, hein, quand même, hein. Bien sûr, non mais c'est ça. Je pense que tu l'as dit, je suis désolé, je suis arrivé un peu en Non, retard. non, non, mais bien sûr, c'est ça, c'est ce grand paradoxe, un camp qui se veut modèle et qui reste malgré tout un camp de mort, quoi. Euh, Maurice? Oui. oui, Oui, alors le truc un peu cocasse, c'est que Gigi Rovag, je ne sais pas si tu as fait gaffe. et Gigi euh, Benin. oui, c'est ça, exact. Mhm. Ouais. Non, non, Ouais, t'avais oui, oui, capté. j'avais capté. Ils ont fait Ah les oui, non, premières c'est bien. assises. Gigi Ouais. Benin est l'historien et le représentant de la mémoire des nomades durant Mm. cette période. Et c'est bien qu'il soit venu. Ouais. Et, ouais, ils ont fait les premières assises, je crois, du camp de Rivesaltes, en fait, Oui, il y a 2 semaines. oui, tout à fait. Euh, bien. Bien, écoutez, C'est toujours passionnant, hein, Maurice. merci, mais il faut saluer le travail de Christophe Lefebvre, Oui. présent, qui a fait travail de recherche absolument remarquable et je n'ai fait que vous donner un aperçu. Et le 20 mars, donc, je m'intéresserai davantage aux déportations et à ses conséquences. Donc, ça va être à la fois le camp de Recebedou et les déportations depuis la gare de Portet, mais aussi l'environnement national avant et après, et montrer comment le camp de Recebedou est finalement au cœur de la tornade, quoi. C'est un mot pour le milieu de la tornade, je n'arrive pas à trouver le mot, mais c'est L'œil du cyclone. l'œil du cyclone, exactement, c'est l'œil du cyclone. Voilà, c'est mieux. En tout cas, merci d'être venu, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt, et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Merci Bonsoir à tous. Au Maurice. revoir. Merci Merci, Maurice. Au merci revoir. beaucoup, Maurice. À Merci. bientôt. Bonsoir. Alors.